tous. Dans ma présentation, je n'avais pas mis la photo de moi comme ça en grand. Donc voilà, donc, je me représente, je suis Julie, je suis une des médecins qui travaille sur le myélome multiple ici au sein de l'Institut. Ah oui, excusez-moi, je voulais vous protéger pendant que j'étais assise, mais effectivement je vais le faire sans masque, ça sera mieux. Donc ici, je vais vous parler de la première ligne de traitement. Mon but ici, ça ne sera pas de vous assommer, en tout cas j'espère, avec plein de détails scientifiques, mais de vous donner un petit peu des informations sur qu'est-ce qui se trouve derrière nos choix par rapport aux premières lignes de traitement et qui justifient certains traitements. Donc tout d'abord, c'est quoi une première ligne de traitement ? Parce que ça peut sembler un terme un petit peu médical. Donc une ligne de traitement, c'est l'ensemble des traitements qui sont utilisés en combinaison pour traiter une maladie. D'accord ? Pour le myélome multiple, généralement, c'est une période continue, avec l'arrêt seulement si soit la maladie progresse ou parce qu'on ne tolère pas bien le traitement. Et la première ligne, eh bien, c'est le premier traitement qu'on reçoit dans le myélome multiple lorsqu'il y a une indication de traitement pour le myélome multiple. Et donc, cette première ligne de traitement peut associer différentes molécules. Quel est le but du traitement dans le myélome multiple ? Tout d'abord, c'est d'arrêter le fait qu'il porte à conséquence, c'est-à-dire qu'il y a une anémie, donc les globules rouges qui sont diminués, il y a des lésions au niveau des os, il y a une atteinte au niveau des reins, et donc le but, c'est d'essayer que tout ça ne s'aggrave pas et de récupérer un bon taux d'hémoglobine, une bonne fonction au niveau des reins et d'arrêter que les lésions se propagent au niveau des os. Et puis après, bien sûr, c'est de maintenir la maladie en rémission, donc endormie le plus longtemps possible. Et donc c'est à ça que s'apparente cette définition de la PFS, cette Progression Free Survival. Alors quelles sont les armes à disposition contre le myélome multiple ? Qu'est-ce qu'on a ? Eh bien, on a des familles de médicaments qui ont des actions différentes, et on a des familles de médicaments qu'on connaît depuis longtemps. Donc il y a les corticoïdes, la dexaméthasone, ça vous avez déjà sans doute entendu parler. Vous savez ce qu'on appelle également les imides, avec des molécules que vous connaissez déjà aussi sans doute, qui sont l'énalidomide et le pomalidomide. Certains connaissent éventuellement le thalidomide, mais c'est une molécule qu'on n'utilise plus beaucoup. Et les imides, c'est des immunomodulateurs, donc ils agissent via le système immunitaire, le micro-environnement, pour agir contre les cellules du myélome multiple. On a les inhibiteurs du protéasome, ça aussi peut-être des molécules que vous connaissez, bortezomib, bortezomib velcade, c'est la même molécule, il y a juste un nom commercial et puis un nom de la molécule, et le carfilzomib et le kyprolis. Donc ce sont des inhibiteurs du protéasome. Protéasome, c'est quelque chose qui se trouve dans les cellules et qui dégrade un petit peu les protéines. Et en fait, en entravant ce système, il y a une accumulation de mauvaises protéines qui finit par entraîner le décès de la cellule. Et puis, on a les alkylants qui sont un petit peu la chimiothérapie à proprement parler et qui induisent directement une toxicité empêchant la cellule de se diviser. Donc ça, c'est des médicaments qu'on connaît, qu'on a depuis longtemps et qu'on utilise depuis longtemps. Mais il y a, ces dernières années, beaucoup de nouvelles molécules qui sont arrivées, des molécules extrêmement efficaces et qui nous ont beaucoup aidés pour améliorer la prise en charge de nos patients. Et donc, vous voyez cette belle ligne du temps avec des choses, comme vous le voyez ici, qui sont arrivées très récemment et qui ne correspondent pas spécialement à l'accès qu'on a ici en Belgique. Donc il y a des molécules dont le remboursement et l'accès sont arrivés un petit peu plus tard que les dates qui figurent ici. En famille de médicaments, eh bien, on a ce qu'on appelle les anticorps monoclonaux, donc c'est-à-dire des médicaments qui ciblent spécifiquement des antigènes, des petites protéines à la surface des cellules, et qui, en ciblant un antigène particulier, vont pouvoir permettre une dégradation de la cellule. On a des anticorps bispécifiques, donc ça, Ornella vous en parlera par la suite, mais donc brièvement, ce sont des médicaments un peu à double tête. Il y a un côté qui va aller attraper la cellule du myélome, l'autre côté qui va attraper une cellule du système immunitaire et lui dire maintenant, voilà, il faut aller la détruire. Et puis on a les fameux CAR T-cells dont on a parfois parlé dans les médias, qui sont le fait de prélever les lymphocytes du patient, de les modifier en laboratoire et de les redonner au patient avec vraiment un traitement ciblé de ces lymphocytes sur les cellules du myélome multiple. Et donc, comme vous le voyez, eh bien, de nombreux nouveaux médicaments, et donc pour lesquels ils sont arrivés très récemment et pour lesquels on verra seulement dans plusieurs années tout le bénéfice que ça a engendré sur la prise en charge de nos patients et sur la survie. Et donc j'en viens un petit peu à une petite parenthèse, parce que parfois on est un petit peu gêné en consultation et on nous dit, vous savez, j'ai regardé sur Internet, je sais qu'il ne faut pas, voilà, etc. Et donc,
Nous, il y a plein de bonnes choses, effectivement, et plein d'informations qui se trouvent sur Internet, mais c'est vrai qu'il faut savoir comment chercher et parfois interpréter les informations qu'on trouve. Donc moi, j'ai fait l'exercice. Donc j'ai tapé sur Google, bonjour, j'ai un cancer, j'ai le myélome multiple, quelle est mon espérance de vie? Voilà, et donc sur Google, donc il est marqué en janvier 2022, mais j'ai bien fait la recherche il y a quelques jours, on met une survie de 5 ans en moyenne. J'ai essayé la nouvelle génération, et donc ChatGPT. Donc ChatGPT d'abord est désolé d'apprendre que j'ai un myélome multiple, et puis lui il pondère un petit peu plus sa réponse en disant qu'il n'y a pas une réponse universelle, et que l'espérance de vie dépend de nombreux facteurs. Et effectivement, c'est toujours une question qui est un petit peu compliquée pour nous parce que dans le myélome multiple, il y a plein de myélomes multiples différents, il y a plein de paramètres différents à prendre en considération, et donc c'est difficile. On n'a pas une équation à 15 entrées qui nous permet de mettre plein de paramètres et de vous dire, voilà, votre survie est de autant. Ça, pour le moment, ce n'est pas quelque chose qu'on peut faire. Mais par contre, ce qu'on peut vous dire, c'est que clairement, il y a eu une énorme amélioration, comme Nathalie vous l'a dit, au niveau de la survie ces dernières années, parce qu'on a énormément de nouveaux médicaments qui sont arrivés. C'est vraiment un des domaines en hématologie où il y a le plus d'innovation. Et donc vous voyez ici qu'au fur et à mesure des années, du diagnostic du patient, eh bien, il y a une survie qui s'est vraiment améliorée, parce qu'on a des nouveaux médicaments, parce qu'on améliore notre prise en charge. Et donc vous le voyez ici, je vous faire une petite parenthèse de statistiques, comme Nathalie en avait déjà un petit peu parlé. Donc en abscisse, vous avez la survie en année, en ordonnée, vous avez la probabilité de survie, et donc vous voyez donc le MOS, c'est la médiane de survie, qui ici s'améliore et avec des chiffres de plus en plus importants au fur et à mesure des années. Parfois aussi dans les études, on parle de survie à 5 ans, quel est le pourcentage de patients qui sont encore en vie après 5 ans du diagnostic. Et là, c'est la ligne verte que j'ai tracée, et là vous voyez aussi que ce sont des chiffres qui ne cessent de s'améliorer. Donc ça, c'était une étude qui a été publiée en 2017, et encore là aussi, d'autres chiffres qui montrent encore toujours une constante amélioration, et une amélioration quand même assez significative, où là vous voyez en bas les tranches d'années par rapport au diagnostic des patients, et leur survie à 5 ans, vous voyez que ça ne fait qu'augmenter, là aussi avec des très beaux chiffres, et aussi des importantes différences avec un paysage qui a tout à fait changé depuis plusieurs années. Qu'est-ce qui détermine le choix d'un traitement? Donc ça, c'est un petit peu de manière globale. Qu'est-ce qui fait qu'un médecin décide un traitement ou un autre pour un patient? Tout d'abord, c'est le patient. Voilà, il faut discuter avec vous, il faut voir un petit peu quels sont vos autres problèmes de santé pour lesquels un traitement pourra avoir un impact négatif. Et aussi voilà, les réalités de la vie, je travaille, j'ai un enfant, et d'essayer dans la mesure du possible d'adapter les choses à cette situation. On a également la maladie. En fonction de son agressivité, son localisation, des différentes atteintes, etc. Là aussi, c'est des choses qui peuvent influencer un petit peu ce qu'on décide comme traitement. Bien sûr, le résultat des études, donc le fait qu'on choisit un traitement ou qu'on privilégie un traitement par rapport à un autre, c'est parce qu'on a des études qui montrent son efficacité en termes de PFS et de survie. Et puis bien sûr aussi la disponibilité du traitement, parce que parfois on parle de plein de molécules, mais est-ce que c'est disponible en Belgique? Est-ce que c'est remboursé? Est-ce que donc on peut vous le proposer? Et parfois aussi, si jamais on est dans un cours de process de remboursement, on peut avoir anticipativement, alors que ce n'est pas remboursé, la firme qui nous donne le médicament pendant une période à durée déterminée. Aussi, où s'administre le traitement, comment, à quelle fréquence tout ça peut jouer. Et puis bien sûr, on se pose toujours la question de savoir s'il y a des études, donc savoir s'il y a un traitement innovant ou des modalités de traitement innovantes qu'on pourrait vous proposer. Donc le principe de traitement de première ligne en myélome multiple, c'est deux choses. Tout d'abord, déterminer l'éligibilité à une autogreffe de cellules souches, j'en parlerai un petit peu plus loin. Donc arbitrairement, il y a un petit peu un cut-off d'âge qui est 70 ans, mais parfois si on a une personne qui a plus de 70 ans et qui est vraiment en très bon état général, ça peut tout à fait se discuter. Et puis aussi de ne pas avoir de problème de santé suffisamment important pour éventuellement avoir un risque pendant l'autogreffe. Et également aussi, c'est le fait d'associer différentes classes, différentes familles de médicaments, parce qu'à partir du moment où on peut cibler différentes choses pour affaiblir le myélome multiple, différents mécanismes d'action, on est plus efficace. Et alors à ce moment-là, on parle dans le myélome multiple de triplette, l'association de 3 médicaments, de quadruplette, de 4 médicaments, et parfois même maintenant dans les études, on parle de plus d'associations.
Alors, pour les patients pour lesquels on considère que l'orthographe ou l'autogreffe n'est pas indiqué, eh bien, c'est souvent un groupe qui est très hétérogène. Donc, il faut savoir un petit peu affiner notre choix de traitement par rapport à ces patients-là. Comment est-ce qu'on fait? Eh bien, on a différents outils. Il y a des scores prédéfinis, des scores établis, standardisés, qui évaluent la fragilité des patients, frailty, on appelle ça. Et puis aussi, on a une équipe ici d'oncogériatres qui peuvent éventuellement nous aider pour des patients plus âgés, plus fragiles, pour les évaluer et pour déterminer un petit peu le risque qu'ils peuvent avoir par rapport au traitement. Et c'est souvent source de beaucoup d'informations pour la prise en charge de nos patients, et ça nous permet de choisir éventuellement et d'adapter les doses. Alors, pour le patient non éligible, la première ligne, en patient fit, on propose en première intention le Dara-VRD. Donc, c'est une association de 4 molécules qui est le daratumumab, le Velcade, le lénalédomide, dont le nom commercial est Revlimid, donc c'est pour ça qu'on dit R, mais maintenant c'est le lénalédomide parce que ça a été... Merci, génériqué. Et la dexaméthasone. Et donc c'est un cycle de traitement qui correspond environ à 28 jours. Donc tous les 28 jours, on répète la même chose avec la fréquence d'administration que vous voyez là. Donc ça veut dire du Velcade une fois par semaine pendant environ 8 mois. Le daratumumab, à un moment donné, la fréquence s'amenuise un petit peu, mais c'est pas mal d'aller-retour à l'hôpital. Mais avec ça, le jeu en vaut la chandelle puisque vous voyez ici des très très belles courbes où on voit qu'on a des survies à presque 5 ans, des progressions, des PFS, donc des survies sans progression à 5 ans qui sont de l'ordre de presque 70%. Et donc ça, c'est vraiment des très belles réponses dans le cadre du myélome multiple. Les effets secondaires, c'est surtout des infections. Ça diminue également le taux de globules blancs, le taux de globules rouges, les plaquettes, mais ce n'est pas généralement quelque chose pour lequel on doit y avoir une intervention particulière en termes de transfusion, mais c'est des choses qu'on peut observer. Ça peut parfois donner de la diarrhée avec le lénalédomide, mais ça, c'est des choses aussi pour lesquelles on peut adapter ou mettre d'autres traitements en place. Toxicité au niveau des nerfs, cette fameuse polyneuropathie, ou sans doute c'est des choses que vous avez rencontrées au cours de votre traitement, qui est la toxicité liée au Velcade et qui là aussi peut nécessiter qu'on adapte un petit peu les doses et qu'on prenne nos précautions par rapport à ça. On peut aussi avoir des œdèmes, de la fatigue, des insomnies. C'est généralement des effets secondaires qu'on connaît assez bien, qu'on a l'habitude de gérer et pour lesquels c'est un petit peu patient dépendant. Donc chaque patient a ses effets secondaires différents. Alors parfois, si jamais on a l'impression que c'est un petit peu trop compliqué, que c'est un petit peu trop lourd pour le Velcade, on peut également faire le DRD. Donc ce sont les mêmes molécules mais sans le Velcade. Ça diminue un petit peu les allers-retours, ça limite la toxicité au niveau des nerfs. Et si jamais des allers-retours à l'hôpital fréquents sont compliqués, on peut éventuellement se permettre d'enlever le daratumumab et de faire juste du lénalédomide et de la dexaméthasone. Et là aussi, vous voyez que le DRD, qui est l'association de ces 3 médicaments, montre également aussi des survies sans progression assez intéressantes et également aussi pour les patients qui sont considérés comme fragiles. Donc c'est des traitements qui sont très bien tolérés et pour lesquels du coup on discute toujours avec le patient par rapport à la mise en place de ce type de traitement, mais pour lequel on n'est pas très craintif même dans une population qui est plus fragile. Pour ce qui est de la première ligne des patients éligibles à l'autogreffe, donc le principe c'est différentes parties de traitement. Tout d'abord une induction. Donc le but de l'induction c'est d'induire une réduction de la masse tumorale, donc d'essayer d'enrayer un petit peu la machine du myélome et d'essayer de tuer le maximum de cellules. Dans cette induction, on va à un moment donné collecter vos cellules souches. Ça, certains d'entre vous connaissent sans doute le process où, avec des médicaments injectés dans le ventre, on stimule la production de cellules souches au niveau de la moelle et on peut collecter vos propres cellules souches via une machine un petit peu qui ressemble d'une certaine manière à une sorte de machine de dialyse. On met ces cellules souches à très très basse température pour les conserver et puis on les récupère à un moment donné pour faire une autogreffe. Et d'ailleurs, je vois mes collègues de la Cita Ferres, vous arrivez juste au bon moment, qui se cachent là, mais vraiment, voilà, qui collectent les cellules. Vous ne pouvez pas tomber mieux. Oui, c'est clair.
Voilà. Après l'autogreffe, parfois on fait une consolidation. En fait, si vous voulez, dans l'induction, on fait 4 ou 6 cycles de traitement. Ça dépend un petit peu des équipes. On a tendance maintenant à plutôt faire 6 cycles, en tout cas ici, pour essayer vraiment d'avoir la meilleure réponse possible avant de faire l'autogreffe. Et puis après, c'est la maintenance, où généralement le traitement s'allège un petit peu, on est un petit peu plus libre, on est dans une autre partie de la maladie où on se sent généralement mieux. Et donc à ce moment-là, ça dure un petit peu en fonction des traitements et l'évolution de la maladie. Donc l'autogreffe de cellules souches, très brièvement, je ne vais pas aller dans les détails, le principe c'est quoi? C'est vraiment d'essayer de tuer toutes les cellules du myélome qui pourraient rester après l'induction. Et donc c'est un traitement de chimiothérapie pour lequel vous êtes hospitalisé. Ce traitement de chimiothérapie, il est toxique sur les cellules du myélome, mais il est aussi toxique sur d'autres cellules, notamment sur les cellules de votre moelle qui produisent les globules blancs, les globules rouges et les plaquettes. Et donc, en fait, ça va diminuer. Et vous allez vous retrouver dans une période qu'on appelle l'aplasie, où justement votre moelle est à plat, et où on doit vous surveiller, éventuellement faire des transfusions, vous donner des traitements pour les antibiotiques, pour des infections. Et les cellules souches, leur rôle en fait là-dedans, c'est de faire en sorte que cette période d'aplasie où votre moelle est à plat est la plus courte possible. Néanmoins, on a quand même une période d'aplasie, parce qu'il faut le temps aux cellules souches qu'on vous a redonnées d'aller se mettre au niveau de la moelle, de s'ancrer et de recommencer à produire des globules blancs, des globules rouges et des plaquettes. Et donc ça, c'est la seule partie de ce traitement-là en fait, qui se fait à l'hôpital, puisque tout le reste du traitement se fait ambulatoire au niveau de l'hôpital de jour. À l'heure actuelle, en Belgique, l'induction, c'est une triplette par VRD, qui est le Velcal, l'énadomide et dexaméthasone. Vous voyez qu'on a des médianes de PFS qui évoluent un petit peu en fonction du temps, parce que là aussi, on a amélioré nos traitements supportifs, la manière dont on connaît le traitement. Et donc, PFS, toujours la survie sans progression, qui était de l'ordre de 50 mois ici pour une étude, et de 65 mois pour l'autre étude publiée un petit peu plus tardivement. Et le traitement par maintenance, qui est par l'énalindomide, où là encore, ce sont des courbes qui sont à partir du moment où on a commencé la maintenance, donc après l'autogreffe. Et vous voyez ici des grosses différences en termes de survie sans progression et en termes de survie globale par rapport à l'utilisation de la maintenance. Là encore, le but étant de maintenir une pression sur les cellules éventuelles de la maladie et de permettre à la maladie de rester en rémission le plus longtemps possible. Alors là, on est en plein dans une actualité qui est super intéressante, qui est bien le fait qu'on attend et on espère le remboursement du Dara-VRD en première ligne chez les patients qui sont éligibles à l'autogreffe, parce que là, pour le moment, on peut y avoir accès, mais seulement pour les patients qui ne sont pas autogreffés, de manière entre guillemets officielle. Et donc, c'est un traitement qui a été approuvé début 2025 par l'Agence européenne du médicament en première ligne. Et donc, c'est le daratumumab qu'on utilise en plus du VRD, qui est le traitement qu'on connaît déjà, et du daratumumab également en maintenance. Donc, le dossier est actuellement soumis par la firme auprès du gouvernement pour un remboursement. Et dans ce cadre-là, comme il y a un espoir de remboursement, eh bien, le daratumumab est temporairement donné par la firme. Donc là, c'est tout récent. Et donc, certaines personnes bénéficient éventuellement déjà de ce traitement-là. Mais encore début de cette année, ce n'était pas quelque chose auquel on avait accès. Et donc là, c'est vraiment une superbe étude et des gros espoirs sur ce traitement, puisqu'on a des chiffres de PFS qui sont absolument extraordinaires et vraiment très enthousiasmants, et pour lequel, ici, il y a ce qu'on appelle une projection, donc les statisticiens qui ont essayé de projeter un petit peu à quoi on pourrait s'attendre, parce que toujours dans des résultats dans une étude, c'est seulement après plusieurs années qu'on voit un petit peu tout le bénéfice que ça a pu amener en termes de PFS et de survie globale. Et donc vous voyez ici que certaines projections amènent jusqu'à 17 ans éventuellement de médiane de PFS, qui est absolument énorme dans le myélome multiple, et des choses qui sont vraiment qui donnent de l'espoir par rapport à ça. Mais alors vous allez me dire, mais si c'est si super, pourquoi faut-il toujours discuter du remboursement? Pourquoi parfois est-ce que ça coince? Eh bien là, on doit malheureusement parler des réalités qui sont les coûts des traitements. Donc vous voyez ici, c'est une population espagnole. Je fais un petit intermède, n'hésitez pas à vous asseoir. Hein, il n'y a pas de problème parce qu'il y a certaines personnes qui sont debout. Peut-être en haut à gauche là-bas, oui. Voilà, non, mais vous inquiétez pas, il n'y a pas de souci. Je préfère que vous soyez bien assis pour écouter toutes les choses intéressantes que j'ai à dire.
Donc c'est le coût des traitements. Donc ici, vous voyez, c'est sur une population en Espagne. Ils ont analysé le coût pour les patients atteints de myélome multiple. Et donc vous voyez en bas, c'est en fait les années. Donc c'est à partir de 2015 jusqu'en 2022. Il y a des courbes qui correspondent aux différents types de médicaments pour les couleurs. Et là-dedans, il n'y a pas encore les nouvelles thérapies qui sont les anticorps bispécifiques et les CAR-T, qui sont aussi des traitements qui ont vraiment un coût important. Et donc, vous voyez, tout ça évolue vraiment drastiquement parce que comme on a des molécules qui sont de plus en plus élaborées et de plus en plus sophistiquées, ce sont aussi des molécules qui coûtent plus cher. Et donc, tout ça, ça alourdit beaucoup le coût de tous ces traitements. Et donc, je vous engage parfois à aller faire un petit tour vous-même pour voir un petit peu tout ça, combien tout cela coûte. Et donc, vous pouvez avoir cet accès à cette information très facilement. C'est le CBIP, c'est un petit peu le compendium belge, où vous pouvez avoir les informations par rapport à tout ce qui est effet secondaire des médicaments. C'est vraiment toute la notice en ligne. Et vous avez aussi les prix des médicaments. Et donc là, ici, je vous dis par rapport au daratumumab, lenalidomide, bortezomib, si vous faites une injection, vous êtes, dans le cadre d'un DARA-VRD, vous êtes à un coût, en tout cas sur papier, d'environ 6 000 à 7 000 euros, quoi. Alors, je vous parle de traitement, mais tout ce qui a aussi amélioré la survie, ce n'est pas que le traitement, c'est beaucoup d'autres choses aussi, pour lesquelles j'aurais pu encore faire beaucoup de slides, parce que c'est tout aussi un pan important. On n'est pas juste à vous dire vous prenez votre traitement puis on ne vous voit plus, c'est tout ce qu'il y a autour aussi qui joue sur votre survie. Et du coup, c'est que nous, sur le plan médical, on s'est amélioré. C'est des médicaments qu'on connaît mieux, des schémas de traitement qu'on connaît mieux aussi, et donc on peut mieux adapter les doses en cas de toxicité. Aussi, on fait attention à tout ce qui pourrait impacter votre état général de par votre maladie ou par l'affaiblissement de votre système immunitaire avec des vaccins, des immunoglobulines, donc des anticorps pour éventuellement renforcer votre immunité qui sont indiqués dans certaines situations. Le Zometa, que certains d'entre vous sûrement connaissent pour renforcer également la solidité de vos os. Également d'autres collègues, les soins intensifs, les orthopédistes, les neurochirurgiens, etc., qui connaissent également mieux la maladie, qui savent mieux la prendre en charge. Et tout ça, ça aide à une prise en charge globale qui ne cesse de s'améliorer. Et puis surtout, ça c'est primordial, c'est l'encadrement multidisciplinaire et paramédical. Je pense que beaucoup d'entre vous, s'il n'y avait pas Sophie qui est là au premier rang, se dirait mais qu'est-ce que je dois faire? Je suis complètement perdue. Donc tout ça, c'est des choses qui vous aident par rapport à votre prise en charge, qui vous aident par rapport au fait de faire un traitement bien conduit. Le fait de faire de l'exercice, la kiné, la nutrition, aussi le soutien psychologique, tout ça, c'était des choses qui étaient très très pauvres avant, qui s'enrichissent un petit peu doucement, mais pour lesquelles c'est également très important dans votre prise en charge. Alors quel est le futur par rapport à cette première ligne de traitement? Là aussi, j'aurais pu dire énormément de choses et j'essaie un petit peu de résumer, mais Nathalie vous a parlé de la MRD. Là, j'ai choisi de ne pas approfondir cette question parce que pour le moment, ça n'a pas encore d'impact, mais à un moment donné, dans un futur très proche, ça va avoir un impact sans doute sur ce qu'on propose aux patients, si on adapte le traitement, si on fait une autogreffe ou pas, en fonction du fait de la profondeur de la réponse et des études qui sont en cours, dont certains participent, pour savoir si en optimisant notre traitement d'induction, on peut éventuellement se passer de l'autogreffe. Alors ça, c'est plus un petit peu pour une prise en charge globale, mais le développement aussi de l'hospitalisation à domicile, le fait de pouvoir faire des injections à domicile, ça permet aussi d'alléger un petit peu les allers-retours et de faciliter un petit peu le traitement. L'évolution des remboursements, donc ce fameux DARA-VRD, également le carfilzomib qui pourrait peut-être arriver en première ligne, les CAR-T peut-être un jour en première ligne, avec une étude qui est en cours déjà ici abordée par rapport à ça. Le fait qu'à un moment donné, il y aura des molécules qui vont génériquer, donc ça permet de réduire un petit peu le coût des médicaments et l'accessibilité aussi. Des nouvelles combinaisons éventuellement en induction, on va peut-être des médicaments qui sont disponibles dans des lignes plus tardives vont peut-être être amenés en première ligne et vont rendre notre induction encore plus efficace. Nouvelles cibles thérapeutiques, parce que comme je vous dis, dans le myélome multiple, il y a vraiment tout le temps beaucoup d'innovations. Et également le développement du survivorship. Donc maintenant, on a beaucoup de survivants du cancer. On a envie de retourner à une vie souhaitée, on a envie d'aller de l'avant, de retourner au travail, de retrouver une vie normale. Et tout ça, ça fait partie un petit peu des choses importantes pour suite à nos traitements et de votre prise en charge. Voilà, merci beaucoup.
Alors, je ne sais pas s'il y a des questions. Alors, si vous êtes un petit peu trop timide parce que vous n'avez pas envie de poser des questions devant tout le monde, moi je dis ça parce que c'est souvent mon cas, n'hésitez pas à venir nous trouver après, pendant la pause café, pour poser des petites questions. Mais si vous avez envie de vous lancer ou vous avez une question brûlante, n'hésitez pas. Vous amène le micro. Ouais. On vous amène le micro si vous avez une question brûlante, rapport ou pas brûlante, ou une question là-bas. Je vais amener le Alors, micro, si vous êtes un petit peu peut-être. trop timide parce que vous n'avez pas envie de poser des questions devant tout le monde, moi je dis ça parce que c'est souvent mon cas, n'hésitez pas à venir nous trouver après, pendant la pause café, pour poser des petites questions. Mais si vous avez envie de vous lancer ou vous avez une question brûlante, n'hésitez pas. On vous amène le micro. Ouais. On vous amène le micro si vous avez une question brûlante par rapport ou pas brûlante. Il y a une question là-bas. C'était ici, pardon. J'ai vu de main, mais je n'ai pas vu. Bonjour. Merci pour la présentation, très claire. Mais je voulais savoir, quand vous parlez de référence au moment du diagnostic, est-ce que c'est à partir du moment où c'est devenu symptomatique ou vous parlez du diagnostic quand il est encore asymptomatique? Alors, c'est une très bonne question. Ici, par rapport aux études, c'est des patients qui ont été inclus dans des études parce qu'ils avaient une indication de traitement. Donc, effectivement, ce sont des patients qui, quand je dis à partir du diagnostic, avaient une indication. C'est à partir du moment, si vous voulez, où ils sont rentrés dans l'étude. En fait, pour brièvement, les études, c'est très, très codifié. Et donc, la manière dont on exprime un résultat est définie aussi. Donc, ça va ? Ah oui. La manière dont on exprime un des résultats est définie aussi. Donc, dans les études aussi, ils disent que voilà, le moment où on commence à compter, si vous voulez, c'est généralement le moment d'inclusion dans l'étude, et c'est-à-dire le moment où il y a une indication de traitement, quoi. Avec, comme tu l'as montré, Julie, ces nouvelles données fantastiques, c'est pour ça qu'on parle aussi maintenant aujourd'hui un peu de possibilités de guérison. C'est que dans cette étude qu'on appelle l'étude Perseus, où on rajoute le Darzalex à l'induction, dont on espère le remboursement bientôt, comme tu l'as dit, les projections statistiques sont ce qu'on dit une PFS médiane de 17 ans. Ça veut dire qu'à 17 ans, la moitié des patients n'auront pas rechuté. Et ce qui nous fait quand même dire qu'il y a probablement une grande partie des patients qui n'auront peut-être jamais besoin de seconde ligne de traitement et donc qui vont mourir d'une autre cause naturelle ou d'un autre problème. Et donc, ces patients pourront être considérés effectivement comme guéris, puisque le principe de la guérison, c'est d'avoir une survie comparable à celle de la population générale sans avoir de rechute de la maladie. Et aussi, ce qu'on dit beaucoup aussi maintenant, ce qu'on disait beaucoup aussi à Toronto pendant ce congrès, c'est qu'en fait, les patients qui seront peut-être pas guéris avec la première ligne de traitement, il y a beaucoup de patients avec les nouvelles lignes en rechute dont on va vous parler maintenant, qui n'auront peut-être besoin que de deux lignes de traitement, ce qui n'était pas... Bon, on a beaucoup de patients qui ont 6, 7 lignes de traitement, mais que 2 lignes de traitement, justement parce qu'aujourd'hui, en fait, les traitements de rechute sont extrêmement puissants et ils font parfois aussi bien, voire parfois même mieux que les premières lignes, peut-être pas la première ligne qui va arriver maintenant, mais que les autres premières lignes qui... Est-ce que vous avez encore des questions par rapport à ces nouveaux traitements d'induction? Je pense que... je vais remettre... Non, non. Est-ce que vous voulez qu'on fasse déjà la pause maintenant ou la pause après la prochaine? Parce que c'est vrai qu'on n'a pas encore... Une pause maintenant, une petite pause café, comme ça c'est l'occasion. C'est l'occasion aussi de remercier tous nos sponsors qui nous permettent de filmer aujourd'hui avec un professionnel ces présentations, et comme ça elles pourront être disponibles pour tous les patients sur les réseaux, et aussi de vous offrir du coup une petite pause café avec des petites choses à grignoter et du café à boire, et on reprend du coup d'ici 20 minutes, le temps de prendre un petit café, de discuter un peu. N'hésitez pas alors du coup à poser les questions. Je vois qu'il y a une question là-bas, à poser les questions pendant la pause. Je voudrais savoir, quando ton corpo
que tu vas voir une chute, il y a des effets que tu peux sentir, non? La question, c'est est-ce qu'on sent quelque chose quand on va rechuter? Très bonne question. Je pense que certaines personnes, effectivement, se connaissent assez bien et parfois ont des symptômes ou un état général qu'ils retrouvent et qu'ils associent à comment ils se sentaient au diagnostic. Mais après, sinon, c'est vrai que la rechute, nous aussi, on la piste en vous voyant régulièrement parce qu'il y a des petites choses qui réapparaissent au niveau de la prise de sang et qui, ça, sont des choses qui sont quand même assez fines, assez précises et donc qui, généralement, anticipent les symptômes éventuellement d'une rechute, sauf si c'est une rechute qui survient très rapidement. Oui, je voulais juste dire qu'effectivement, dans la rechute, on ne sent pas forcément quelque chose. Mais voilà, on peut avoir les douleurs osseuses qu'on a eues au diagnostic, parce que souvent c'est comme ça qu'on arrive, enfin, en tout cas assez souvent. Mais c'est tout l'intérêt d'avoir le suivi. Et donc, effectivement, biologiquement, on va avoir un suivi tous 2 ou 3 mois en fonction. Et donc, on détecte en général quelque chose déjà biologiquement. Ce sera peut-être encore plus vrai, enfin pas peut-être, certainement encore plus vrai avec la MRD qui viendra. Donc, ce seront des détections encore plus fines qui arriveront avec le temps et où on pourra traiter en réalité le myélome avant même qu'il y ait des symptômes. Et c'est tout l'intérêt vraiment du suivi et de ces évolutions biologiques, avant qu'on se sente moins bien. T'as notre réponse? D'autres questions? Alors, je vous invite à venir prendre le petit café. Réconfortant.